Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, reptiles, fossiles ou mammifères surprenants, le Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux nous fait découvrir les beautés de la nature. Peinture, céramique, le monde de Maximilien Pellet aussi entre représentation picturale et maîtrise de la matière. Le duo à la tête de Botter propose une mode responsable dont l'engagement se lit autant dans les vêtements que dans les défilés. L'Adoreux est un art centenaire qui continue d'orner les objets comme les décors. Chez Atelier Thierry, on nous partage cette technique. Avant de rencontrer l'artiste céramiste Maximilien Pellet, tout de suite point de vue. Guy Ribes est l'un des plus grands faussaires français. Il débute le dessin à 16 ans avant de partir à Athènes où il fréquente la jet-set locale. C'est en 1975 qu'il commencera à copier. En 1985, il rencontre un marchand d'art parisien et réalise alors des commandes de faux. Matisse, Renoir, Modigliani, il peint à la manière d'eux, s'immergeant dans les univers des peintres pendant des mois. Il réalise ainsi un travail bluffant de réalisme avant d'être arrêté en 2005 et de commencer à peindre en son nom. En toute objectivité, la France est l'un des pays à la gastronomie la plus variée. Comment ça, on est chauvin? Bon, d'accord, mais Larousse nous donne un peu raison avec son ouvrage « Petit Larousse des saveurs des régions de France ». Ici, on fait le tour du pays à travers des dizaines de recettes phares du massif alpin au pays de la Loire ou encore des Outre-mer et du bassin parisien. Entrées, plats, desserts ou accompagnements, en plus d'être incollables sur la gastronomie hexagonale, vous vous régalerez sans aucun doute. Les vases Showtime ne sont ni dénués d'humour ni d'originalité. Mi-robot, mi-figurine, cette série qui se décline en blanc comme en couleur fut créée par Jaime Ayllón en 2006 pour l'éditeur Barcelona Design. À mi-chemin entre la sculpture et l'objet utilitaire, le créateur fait ici usage du grès émaillé. Le vase n'est plus qu'un réceptacle mais un véritable objet d'art où les fleurs viennent prendre vie et le parer à la manière d'un ornement rituel. Du design qui donne envie de décorer nos tables de jolis bouquets. Qu'on aime les petites bêtes ou les grosses, l'histoire ou la géologie, le Muséum de Bordeaux fait la part belle à l'évolution. Visite dans tous ses musées. Le Muséum de Bordeaux renferme des collections qui dépassent le 1 100 000 spécimens. Alors évidemment, les objets d'histoire naturelle, ça n'est pas toute la nature. On a des difficultés à présenter les très très grands ou les minuscules, évidemment, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc forcément, cette présentation présente un tri et une sélection. Dans un port comme Bordeaux, eh bien, les voyages commerciaux ont permis de collecter des collections partout dans le monde. La première collection entre dans les fonds de la ville en 1791, une très grosse collection va rentrer en 1804, et puis le musée est installé dans le bâtiment que nous occupons aujourd'hui, l'hôtel de l'Île Ferme. Le Muséum Sciences et Nature de Bordeaux a fait peau neuve après 10 ans de fermeture. Situé en plein cœur du jardin public, il renferme bien des curiosités. Témoin de l'évolution des espèces, il transmet à ses visiteurs la connaissance du vivant et de ce qui a vécu. Toutes sortes de spécimens s'y côtoient, fossiles, squelettes ou encore animaux naturalisés. Si ce n'est pas la plus ancienne pièce, le squelette du rorqual commun est de loin la plus impressionnante du musée. Il s'agit d'une baleine qui a été récupérée au large de l'île de Groix en 1881. À l'époque, on exploitait encore l'huile de baleine. Et le Muséum de Bordeaux a acheté le squelette. Nous l'avons remonté en connexion anatomique, c'est-à-dire avec la forme de l'animal. Lors de la rénovation du musée, il était présenté autrefois en pièces détachées, c'est-à-dire que le public pensait que c'était un dinosaure ou n'importe quoi d'autre. Si la collection se compose de plus d'1 million de spécimens, un peu plus de 3000 sont exposés. Une belle collection qui demande une grande rigueur de conservation. Il
y a un certain nombre évidemment d'ennemis des collections. Tout d'abord les insectes, et la question est traitée au centre de conservation des collections où une chambre froide nous permet de traiter toutes les collections et donc de détruire par le froid les insectes parasites des collections. Un autre ennemi, c'est la lumière naturelle et les UV en particulier. Et donc ici, par exemple, dans cette salle, eh bien, on a condamné la verrière du plafond de la galerie. Sans oublier une ventilation nécessaire pour maintenir une température et une hygrométrie convenables. Si les espèces ont évolué, leur classification aussi. On a commencé à essayer de classer les espèces dès l'Antiquité avec Aristote. On va classer différemment au XVIIe siècle. Les choses évoluent encore et aujourd'hui on classe le vivant strictement en raison des relations de parenté. C'est le critère qui va être exclusif. Un exemple qui est montré ici, c'est par exemple le groupe des reptiles. C'est commode, mais ça n'a pas de validité scientifique, puisque par exemple les crocodiles eh bien, sont finalement plus proches, du point de vue de la parenté, des oiseaux, avec lesquels ils forment ce groupe des archosauriens, que des tortues. Des termes parfois barbares que les médiateurs du muséum présents dans les salles font découvrir aux plus curieux. Dans les espaces d'exposition semi-permanente où les régions sont mises à l'honneur, on regarde, on touche, mais on écoute aussi. L'ambiance sonore dans le musée, c'est pour pouvoir parler à tous les sens, voir bien sûr, c'est essentiel dans les musées, toucher parfois quand on le peut, mais écouter, entendre, pas seulement de l'information, pas seulement du discours, mais aussi simplement recréer cette ambiance qui nous évoque le milieu naturel. Ici, à l'étage, on est espace milieu terrestre avec un peu une ambiance de sous-bois, de forêt. Et puis, à l'étage, milieu aérien avec un vol de grue, avec le vent. Une déambulation qui prête au questionnement sur l'évolution des espèces, qui interpelle notre regard et nous fait tendre l'oreille sur la conscience du monde qui nous entoure et de notre place parmi toute cette diversité. Comme si la brise était venue caresser les créations de Maximilien Pellet, la matière ondule sous ses mains. C'est notre invité du jour. Même si la céramique peut des fois se retrouver sur du mobilier, sur des tables ou prendre la forme de fresques plus décoratives, le point de départ reste mon appétit du dessin et de la composition et des questions qui peuvent être considérées comme des questions de peinture. En fait. Peintre de la terre, Maximilien Pellet a créé son propre langage artistique. De ses tableaux de céramique sur châssis à ses collaborations dans les arts décoratifs auprès de l'architecte India Madhavi, cet ancien sérigraphe vogue entre les disciplines. À travers ses créations se déploie toute une imagerie graphique, inspirée aussi bien de l'histoire de l'art que de l'illustration populaire. Alors celle-ci par exemple, ce serait un peu comme une course d'escargots. Donc c'est 3 escargots qui se suivent à la verticale. Et la perspective leur donne en fait ce statut d'image-objet qui m'amuse un peu parce que ça pourrait être comme une métaphore un peu humoristique de ce que je fais en général, c'est-à-dire des images en relief, en volume. Après, j'aime bien mettre aussi côte à côte des choses qui vont apparaître comme des figurations plus évidentes et des choses plus compliquées, qu'on fasse un peu ce travail de déchiffrer aussi ce grand alphabet que j'essaye de mettre en place, essayer de le déchiffrer, de rentrer comme dans un langage. Un langage qui surgit tout d'abord dans les carnets de l'artiste où, plus que des esquisses préparatoires, Maximilien y anticipe son futur geste dans la terre. En fait, j'essaye de reproduire aussi dans le carnet l'intensité et l'urgence que j'aurai au moment de peindre ou d'inciser la terre directement. Donc c'est à la fois des dessins, mais aussi presque un programme de ce que je vais faire au moment où je vais travailler l'argile et où j'aurai assez peu de temps en fait. Ce que j'aime bien avec ce motif-là qui revient en ce moment dans certains dessins, etc., c'est que la maladresse de sa forme va donner le point de rencontre de la deuxième forme et c'est comme ça que cette maille va en fait bouger tout au long du format parce que chaque forme va contraindre celle qui suit.
C'est ce qui donne aussi ces formes géométriques complètement molles. Des formes géométriques fragmentées, proches de l'univers de l'enfance, que l'artiste reconstitue après cuisson sous forme de grands puzzles. Là. Non, non, pas là. Là. Soit pour des histoires de température, soit pour des histoires de couleurs. En fait, certaines pièces sont cuites dans des fours séparés, ce qui complique encore plus l'assemblage. C'est un autre moment ludique aussi. Pièce par pièce, le dessin reprend forme et se révèle, notamment grâce au jeu de couleurs et surtout d'émaillage. En fait, on découvre vraiment la texture globale à l'étape de l'émaillage. Parce que la brillance, en fait, fait ressortir le mouvement initial, c'est-à-dire le premier mouvement de la terre coulée. C'est ce qui lui donne un peu cet aspect liquide. Ok, bah là c'est bien. Ces dessins de céramique, Maximilien les expérimente et les décline également dans d'autres formes d'artisanat, notamment la gravure, aux côtés de son ami Paul Dimunch, son ancien compagnon d'atelier à la Villa Belleville. Il y aurait le motif au noir qui serait sur un dégradé ou juste le motif au blanc en épargné. Ah ça tu peux faire? On peut faire ça, ouais. C'est technique, mais on peut le faire. C'est un endroit très dynamique où on se retrouve en confrontation avec d'autres artistes et des pratiques assez différentes de la nôtre. Et je considère que de toute façon, c'est très sain en fait, d'alimenter sa pratique artistique du dessin en intégrant d'autres contraintes techniques. Les artistes se sont toujours servis de la gravure comme d'un espèce d'exutoire, un support par lequel ils s'émancipaient des formes un peu académiques. Et en l'occurrence, les deux artistes aiment bien souvent brouiller les pistes. Ça a marché. Ah ouais, c'est bien. Super. Comment faire de la sérigraphie avec de la gravure? C'est cool, hein? Ah, celle-là, en fait, elle est plus forte parce qu'il y a un aplat, donc c'est plus percutant. C'est plus percutant, mais c'est aussi que le roulé, il affine encore plus le trait, quoi. Ouais, bien sûr. En fait, on a fait le choix aussi de faire la technique inverse, c'est-à-dire le roulé, Ouais. et de laisser le tracé en blanc pour être au plus proche des effets que je peux obtenir en céramique. Qu'il s'exprime dans la terre ou dans le cuivre, le langage créatif de Maximilien Pelé a encore tant de choses à nous dire. Bonjour Maximilien. Bonjour, Katerina. Maximilien, depuis l'école des arts décoratifs, où vous étiez formé au graphisme et à la sérigraphie, vous avez pris rapidement un chemin vers la céramique. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette évolution? J'ai fait une première étape en passant par la peinture. J'avais pas tellement peint aux arts décoratifs, justement parce que j'étais formé surtout au dessin, à l'illustration, par la sérigraphie et la gravure. Et en fait, ça s'est fait un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je fréquentais un atelier collectif avec plein d'autres artistes, comme beaucoup d'artistes de mon âge. Et on s'est retrouvé à avoir un four un petit peu par hasard. Et en fait, moi, j'avais la volonté de transposer ce que j'avais trouvé en peinture avec le médium de la céramique. Et c'est un peu comme ça que j'ai mis au point cette technique qui est un peu entre beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que vous accrochez vos œuvres comme un tableau. Et du coup, malgré un aspect peut-être un peu bas-relief qui se crée par le mouvement à l'intérieur, c'est quand même une peinture. Ouais, je les considère comme des peintures, toujours, même si des fois ça prend d'autres formes sur du mobilier ou ailleurs, mais mon travail artistique reste autour de la peinture. Alors on ne le soupçonne pas forcément quand on regarde vos œuvres, mais il y a un vrai travail en amont sur la terre, directement. En fait, je fais un travail qui serait une texture plus ou moins picturale, c'est-à-dire je la travaille au pinceau ou avec les mains directement, qui est presque un modelage de la terre globale, qui est la première étape de mon travail. Ensuite intervient dans un deuxième temps, c'est-à-dire le moment où la terre a un petit peu durci, le travail du dessin et de la couleur, la première étape de couleur au pinceau, qu'on appelle l'engobe. Et ensuite, dans un troisième temps, intervient le dessin directement à la découpe de la terre. La forme géométrique est très présente dans vos œuvres. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Elles sont un peu à la frontière entre, enfin une frontière que j'aime bien, qui serait entre des formes très primitives du dessin, mais qui sont à la fois liées à toute une avant-garde picturale du début du XXe siècle, et aussi j'aime bien le relier à mon propre apprentissage du dessin,
et en fait transformer ces figures géométriques en figures parfois humaines, mais qui seraient liées à des dessins d'enfants ou d'adolescents que j'ai pu faire moi à certaines époques. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des formes géométriques que vous avez fait. Il y a aussi la sorcière, par exemple. Il y a aussi des figures. Oui, il y a même beaucoup de figures, en fait, souvent qui sont dissimulées derrière des formes géométriques. Parfois c'est lisible et parfois ça l'est moins, mais c'est très fréquent que des figures se cachent dans les formes géométriques. Oui, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles expriment, ces figures ? J'intègre en fait sans problème dans mon travail l'importance de certaines formes des cultures qu'on appelle populaires, qui peuvent être liées aux dessins animés qu'on a vus, aux jeux vidéo. Toutes ces figures-là ont influencé mon propre apprentissage du dessin. C'est-à-dire quand on est enfant, ce qu'on va peindre, oui, c'est la sorcière de Kirikou, Titeuf. Et en fait, tout ça crée un répertoire de formes qui se mélange à notre apprentissage de l'histoire de l'art. Et j'essaye, en fait, dans des formes très simples, de me situer un peu entre tout ça. Vous collaborez avec des architectes d'intérieur, par exemple India Madhavi, pour laquelle vous avez fait des tables. Oui. Comment se passe cette collaboration ? C'est une commande, vous proposez des dessins ? Comment ça marche ? Oui, dans le cas d'India Madhavi, c'est des formes de tables qu'elle met au point, où on en discute à deux. Mais ensuite, le plateau en céramique, c'est des dessins que je lui propose, et après on se met d'accord sur les couleurs, voilà, ce genre de choses. Mais c'est elle, en fait, la première à m'avoir proposé ce type de collaboration, qu'on pris différentes formes, et on continue d'ailleurs. Merci beaucoup, Maximilien. Merci à vous. Matière à base de déchets plastiques, protection de la nature, autant d'éléments et de valeurs qui se retrouvent dans les créations du binôme Botter. Qu'est-ce que l'engagement aujourd'hui ? Dans la mode, la question est épineuse. S'agit-il de produire moins, de développer des matériaux plus écologiques, d'offrir de meilleures conditions de travail aux ouvrières textiles ? Il s'agit surtout d'aligner ses paroles avec ses actes. À la tête de la marque Botter, le duo néerlandais Lizzie Erebru et Ruchimi Botter font partie de ces jeunes créateurs dont l'esthétique raconte autant que la démarche. Tous deux originaires de la région des Caraïbes, ils s'investissent depuis leur début dans la protection des océans. D'abord, en utilisant des matières et des perles développées à partir de déchets plastiques récupérés sur les plages du monde entier. Ils en font des pièces unisexes sophistiquées ou des broderies décoratives dans des collections qui évoquent la plongée, les fonds marins, les filets de pêche et tout ce qu'il nous reste à découvrir des océans pour peu qu'on s'engage à les préserver. Une façon d'intégrer ces problématiques au vestiaire de la vie quotidienne et de prendre en main les défis du présent avec des démarches concrètes comme celle d'ouvrir une ferme de corail sur l'île de Curaçao. Mais le tout n'est pas seulement de sourcer et de produire de manière responsable. La démarche de Botter est aussi narrative et raconte chaque saison l'histoire des personnes et des lieux directement touchés par l'exploitation des ressources de la Terre. Pour l'automne-hiver 2022, ils infusent leur collection de références poétiques à la vie insulaire. Ils se tournent vers leurs origines caribéennes pour raconter la culture de la débrouille et de la solidarité qui leur est familière. Les chaises en plastique qu'on balade de la rue aux églises, l'attention aux détails vestimentaires comme marque de dignité, les couleurs explosives des carnavals traditionnels de Port-au-Prince, de Kingston ou de la Nouvelle-Orléans. Les perles évoquent quant à elles les coiffures des femmes caribéennes, symbole de résistance à l'oppression à travers la revendication de soi et de sa culture. Quant aux costumes, ils sont assouplis, embellis, désacralisés, portés avec une forme de légèreté. Au milieu de vêtements de sport artisanaux et de références à la mer, ils racontent autre chose. La possibilité d'une mode plus démocratique qui serait sensible à l'humain et à ses aspirations. Une vision
vision poétique travaillée à 360 degrés où le vêtement est vecteur de transmission et de sensibilisation et nourrit les esprits autant qu'il habille les corps. Comme quoi, la mode sait encore diffuser bien des messages. Quand les vêtements eux-mêmes racontent l'engagement, leur impact est encore plus fort, bien plus que celui d'un discours. D'un coup de pinceau, les feuilles d'or se mêlent au support pour ne devenir qu'un, découvert du métier de doreur au sein de l'atelier Thierry. Le doreur, à la base, c'est souvent dit doreur encadreur. Souvent, le doreur fait que de l'encadrement et de la restauration. Et notre père était attiré par les artistes qui commençaient à vouloir mettre de la feuille d'or, attiré par un peu dépoussiérer un petit peu le métier. En fait, je travaille dans l'atelier de dorure familial qui a été créé en 1971 par notre père. Voilà, donc depuis notre plus jeune enfance, en fait, on s'amusait un peu dans l'atelier de dorure. L'atelier, qui était autrefois un espace de découverte, est devenu l'atelier qui rassemble toute la fratrie. Aujourd'hui installés dans le 11e arrondissement de Paris, Sébastien, Clément et Céline ont repris l'entreprise familiale aux activités variées, mais surtout dorées. On est vraiment spécialisé dans la pose de feuilles d'or. Donc on est amené à travailler aussi bien pour les monuments historiques, on travaille dans des hôtels particuliers, dans des palaces, on travaille pour des particuliers, pour la restauration d'encadrement. La feuille d'or et les techniques de dorure font partie intégrante du patrimoine prestigieux en France comme ailleurs, et ce depuis de nombreux siècles. Ça date vraiment du temps des Égyptiens. Les premières feuilles d'or étaient cloutées, c'était vraiment très épaisse. Maintenant, les batteurs d'or arrivent à amener une feuille qui est impalpable, en fait, qui fait quelques microns. Et la technique, heureusement pour nous, a très peu évolué, ce qui nous permet de toujours appliquer notre métier avec les méthodes traditionnelles. Si la technique ne change pas, l'or se décline maintenant en plusieurs teintes. La tendance serait d'ailleurs plutôt un or couleur champagne ou blanc. Dans le domaine de la feuille d'or, en fait, on a la chance de pouvoir, grâce aux alliages, il n'y a pas que la feuille jaune, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est de l'or pur, voilà, de l'or jaune. Mais après, le batteur d'or va pouvoir mélanger un peu de platine, un peu de caplin, enfin un peu de palladium, un peu de cuivre ou d'argent, et ce qui va nous amener à toute une palette de couleurs, qui va nous amener à avoir de l'or rose, on peut avoir de l'or rouge, de l'or un petit peu plus orangé. On a toute une palette de couleurs qui existe. Et après aussi, on travaille de plus en plus avec du moon gold. C'est un alliage qui a été fait, qui a 80% d'or 24 carats, qui va avoir une couleur un petit peu champagne. On peut travailler sur tout support, et aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Pas besoin de vernis, c'est inoxydable, inaltérable. Voilà. Ça se patine simplement avec le temps. Que ce soit en restauration, sur les chantiers extérieurs ou bien en création à l'atelier, les techniques traditionnelles de la dorure sur bois se mettent au goût du jour pour faire briller d'or toutes sortes de matériaux, jusqu'à s'allier avec des matières tout aussi luxueuses. Alors là, je vais travailler sur une pièce de cristal, du cristal Benito. Alors sur ce support, justement, pour cette œuvre, on va travailler avec une colle acrylique. Voilà, donc là, je vais appliquer la colle. L'avantage, la particularité de la colle acrylique, c'est qu'elle sèche relativement vite et qu'on peut appliquer la feuille d'or assez rapidement, 2-3 minutes de séchage. En fait, c'est à l'aide du doigt. On se rend compte si la colle, il ne faut pas que la colle soit trop sèche pour pouvoir appliquer la feuille d'or, et il ne faut pas qu'elle soit trop grasse non plus. Donc c'est vraiment au toucher, on peut vraiment juger si la colle est bonne à recevoir la feuille d'or ou pas. Une fois la colle prête, Sébastien prépare ses feuilles d'or sur un coussin à dorer traditionnel. Bien trop fines pour pouvoir les toucher avec les mains, il les souffle alors délicatement. Donc après avoir dévidé les feuilles au fond du coussin à dorer, voilà, on aplatit notre feuille sur le coussin, on la souffle, et après on la coupe selon l'ornement que nous avons à dorer. Voilà, on la coupe à la bonne dimension. On passe la palette légèrement sur la joue, sur les cheveux, pour attraper un petit peu d'électricité statique ou un petit peu le gras de la peau, pour pouvoir happer la feuille et venir l'appliquer sur le support. La feuille est tellement fine qu'il faut que la palette colle ni trop, ni pas assez. Voilà, c'est le moindre petit geste, le moindre petit courant d'air. Il faut vraiment gérer tous ces paramètres. Maintenant que la feuille est appliquée, on va pouvoir simplement l'appuyer et venir ramander les petits manques qui apparaissent lorsqu'on appuie. Voilà, on va superposer en fait quelques feuilles d'or les unes sur les autres pour pouvoir aller dans les fonds. À l'atelier, pas de gâchis. Toutes ces petites poussières d'or sont récupérées pour plus tard les intégrer à un autre support. Voilà, donc sur le vase en cristal, on doit dorer tous les ornements
ornementé avec du relief. Voilà. Et celui-là aussi, on va commencer à lisser pour donner un aperçu de ce que ça va donner une fois terminé. Et petit à petit, c'est tout l'éclat de la feuille d'or qui se révèle. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!